Netflix, ils ont complètement abusé à nous sortir toute la saga d'un coup, j'ai pas le temps. Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi c'est génial, car aujourd'hui nous parlons de Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus. En 2001 sortaient deux sagas qui resteront à tout jamais dans la mémoire collective, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Sauf qu'à mon âge, oui, j'avais 4 ans en 2001. Et alors ? Ça, c'était beaucoup moins flippant que ça. Mais ne vous inquiétez pas, mon traumatisme des monstres voilés est revenu très rapidement, merci Alfonso Cuarón. Le premier film Harry Potter excelle en une chose très précise, la construction du monde. Ce sont parmi les 10 premières minutes les plus efficaces que j'ai eu l'occasion de voir dans le premier volet d'une saga. On nous présente Dumbledore, Professeur McGonagall, Hagrid et on comprend que ce sont les personnages les plus importants du monde magique et plus principalement de Poudlard. On nous introduit le monde des Moldus et le fait que l'action se déroule au Royaume-Uni avec cette toute petite phrase de Hagrid qui est passée au-dessus de Bristol. Hagrid qui d'ailleurs fait des bruits d'avion avec sa moto. On découvre que Harry Potter est un enfant très important, le fait qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il peut parler aux serpents. Et forcément, on est introduit à la pire sous-race des familles de toute l'histoire du cinéma, les raclures pourri gâtés de première classe que sont les Dursley. Je ne suis pas pour le meurtre, mais alors là... Vous vous rendez compte à quel point c'est des monstres ? Ils ont déménagé sur une île paumée pour empêcher Harry Potter de recevoir du courrier. Heureusement qu'Hagrid en profite pour se foutre de leur gueule et leur donner ce qu'ils méritent. J'adore aussi la manière dont Harry Potter est une vraie célébrité alors qu'il comprend pas pourquoi et qu'il rencontre plein de gens super sympas... Mais quel fils de... Tout le passage où Harry Potter découvre le monde des sorciers est tout simplement magique. C'est un vrai fantasme de voir un monde caché fantastique en plein milieu de Londres. T'es émerveillé par l'optimisme du monde magique. C'est tout droit sorti d'un rêve, mais en même temps tu découvres des parties plus sombres de la magie avec ses gobelins trop badants et une banque super glauque. Après je pense qu'il reste quand même plus efficace que la banque postale. Ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle on te présente la destinée d'Harry Potter. Entre l'argent et la mort de ses parents, la cicatrice sur son front, sa nouvelle baguette, sa popularité, tout te fait poser des questions sur ses origines et tu tombes petit à petit amoureux du bonhomme. Mais en même temps que tu tombes amoureux de Harry Potter, tu commences à redouter sa némésis qui est liée à son destin et dont on ne prononcera pas le nom. Mais qui mange des licornes. Vous savez que vous êtes un méchant dans un film quand vous mangez des licornes. C'est donc pour ça que Hagrid décide de laisser Harry Potter découvrir Poudlard tout seul. Heureusement que c'est à Londres, parce que moi j'aurais jamais laissé mon gamin de 11 ans à Gare du Nord. Hein. C'est drôle car dès que tu rentres dans le train, tu te rends compte que les magiciens ont exactement les mêmes choses que les moldus mais en version magique. Des bonbons, un ophtalmo, des cartes de foot à collectionner et une peste casse-couille que malheureusement tu ne peux qu'aimer. Maintenant, elle est bien, forcément. Mais dans le premier... elle était méga chiante. Et cette découverte du monde magique est le cœur du premier film. L'apparition de Poudlard est l'un des moments les plus marquants du film. Un énorme château, une musique cultissime de John Williams, des enfants émerveillés, les règles de l'établissement, les endroits à éviter et tout le corps professoral. On est vraiment dans la création de la mythologie avec des scènes telles que l'introduction des membres des maisons, Serpentard et Petit Con Malfoy, Gryffondor la maison stylée et les deux autres qui n'auront jamais aucune importance pour le reste de la saga. Et évidemment, la scène du choix de la maison et le grand hall qui dans la vraie vie s'appellerait une cantine. Non mais s'il vous plaît, d'où t'es directeur d'une école et tu dis à tes élèves d'éviter un étage en particulier sous peine de mourir dans d'horribles souffrances? C'est fort la manière dont le scénario donne la place pour offrir de la personnalité à tous les personnages secondaires, que ce soit Hermione, Ron ou même Rogue, Dumbledore, McGonagall, Neville, Malfoy. Ils ont tous un petit quelque chose qui les rend mémorables et attachants ou même détestables. Ça marche pareil pour les autres éléments qui ont le droit de la caractérisation, le troisième étage interdit, la forêt dangereuse, les différentes créatures, le Quidditch et les différents cours donnés par les profs. Wingardium Leviosa. Leviosa. Leviosa, not Leviosa. Et à partir de là, tu ne peux plus trop développer l'univers du film car il faut avancer avec l'histoire et celle-ci se dirige vers le troisième étage qui est protégé par le Cerbère. C'est là que se crée la rivalité entre les deux professeurs, l'un qui a l'air d'être une tapette et l'autre qui a l'air d'être l'avocat du diable. Je veux bien qu'on mette le cynisme de côté pour cette vidéo, mais franchement, le Quidditch, ça fait mal aux yeux en 2018. Les effets sont horribles. Une fois sur deux, c'est des animations de synthèse, puis des fonds verts. C'est clairement l'une des pires scènes du film et qui n'a aucun enjeu mis à part la confrontation magique des deux professeurs. D'ailleurs, j'adore le retournement de situation qui explique que Rogue est le gentil depuis le début car il aide Harry Potter à cause des doutes qu'il a sur le professeur de la défense. Et toute l'enquête qui commence autour de ça est très sympa à suivre et on a même le droit à des petites références telles que Ron qui a dit qu'il y a des dragons en Roumanie. J'y suis allé, hein. Au mieux, il y a des chiens errants et des prostituées.
y a pas de dragon. La dernière heure du film te donne le droit à ce que le film a de mieux à offrir. Des scènes plutôt tendues où Harry se cache grâce à sa cape d'invisibilité, des scènes touchantes où Harry voit pour la première fois ses parents, des scènes drôles où un dragon sort de son œuf, des scènes flippantes dans la forêt, c'est d'ailleurs clairement l'une de mes scènes préférées du film, une vraie présence lugubre s'y dégage et c'est pour ça qu'Hagrid décide de laisser Malfoy et Harry y aller tout seuls. Hagrid n'a jamais eu son Bafa, c'est obligé. Moi qui avais peur du Seigneur des Anneaux à cause des Nazgûl, j'ai bien été servi dans ce film. Par contre, le professeur Firenze qui apparaît de nulle part et qui sauve Harry n'apparaît plus jamais dans aucun film de la saga alors qu'il apparaît dans les livres. En tout cas, le climax du film est très satisfaisant. Bonne scène d'action bien stressante qui nous révèle la vérité sur la personne qui voulait vraiment la pierre philosophale et qui nous offre 4 pièces d'ensemble toutes différentes et efficaces avec le chien, la plante, les clés volantes et le jeu d'échecs qui reste l'un de mes moments préférés des films de mon enfance. Par contre oui, Voldemort est toujours aussi glauque, un véritable parasite qui deviendra le grand méchant de la saga. Comme d'habitude, il faut quand même parler du réalisateur. C'est Chris Columbus qui réalise son premier film et il fait un vrai travail créatif tout le long. Il a des transitions très intéressantes qui arrivent à se renouveler que ce soit McGonagall ou l'apparition du titre. De même pour les transitions de saison qui montrent le passage du temps. Il arrive à bien gérer la tonalité du film pour proposer et de l'humour quand il s'agit des fantômes ou de la poste, et du drama quand il s'agit du faux gâteau d'anniversaire ou des conflits entre les professeurs. Après, le gâteau de Hagrid avait pas l'air bien mieux. Il est bon en tout ce qui est émotion et ce qui concerne les parents de Harry et le sacrifice de Ron. Véritable travail artistique de l'équipe du film qui crée et embellit tout un univers que Columbus met en avant grâce à de nombreux plans sur les décors et le paysage. Il prend son temps et met bien en avant Poudlard. Pareil pour tout ce qui est magique, on s'attarde sur des détails qui rendent le monde plus vivant et authentique. Et des fois, ces détails sont utilisés comme foreshadowing, tel que le jeu d'échecs des magiciens. Par contre, c'est vraiment du vol, la manière dont Gryffondor gagne la coupe des maisons. Harry Potter à l'école des sorciers est une excellente base pour ce qui deviendra la suite de la saga. Un monde magique, des personnages attachants et plein de questions qui ont besoin de réponses. De l'émotion, du suspense, de la camaraderie, tout ce qu'il faut dans un film pour enfants de cette envergure et cette ambition. Et ce plan de fin est tout simplement magnifique. Donc oui, Harry Potter à l'école des sorciers est génial. Je dois admettre que ça faisait un bail que j'avais pas vu ce premier Harry Potter et il faut admettre que c'est pas le film dont je me rappelais quand j'étais gamin. Ça reste un film qui dure 2h32, c'est long et l'histoire met vraiment beaucoup de temps avant de démarrer. Ça reste un film génial, hein, mais c'est plus vraiment l'image nostalgique parfaite que je me faisais du film. C'est un film imparfait et maintenant j'en comprends un peu plus les critiques. Je vais pas en parler parce que c'est pas le but de l'émission, mais c'est pas le film révolutionnaire de l'époque. Surtout quand tu sais que la même année sort Le Seigneur des Anneaux. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner et à me proposer des films pour un pourquoi, c'est génial. En tout cas, si jamais vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou vous achetez un t-shirt Harry Potter, vous pouvez le faire avec le code AirGorilla sur le site pampling.fr. Je viens de commencer le partenariat, ils ont des t-shirts ciné-série plutôt sympas, 100% coton, fait dans des conditions justes, pas très cher, donc c'est vraiment cool. Je vous mets tout ça dans la description et dans les commentaires. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.